Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes donc dans cette deuxième visioconférence dans le cadre de l'Observatoire des informations géopolitiques au temps du Covid-19. Le thème de ce soir, c'est donc sources et fake news. Comment s'informer au temps du Covid-19? C'est vrai que la pandémie mondiale arrive en plein triomphe de la post-vérité. On a isolé très vite l'ADN du virus, simplement en quelques semaines, et pourtant, le monde a basculé dans une cacophonie totale. C'est la peur qui a dominé. On a cherché des boucs émissaires, tout de suite des coupables. Alors d'abord, ça a été les Chinois. Il y a d'ailleurs eu en France, en particulier à Paris, dans le 13e arrondissement, des agressions contre les Chinois. On considérait qu'ils étaient responsables de ce virus. Il y a eu également comme coupables, évidemment, les Américains, puisque, en particulier en Chine, on a expliqué que c'est à la suite de Jeux olympiques militaires qui s'étaient tenus à Wuhan que le virus était apparu. Autre coupable, le Big Pharma, puisque, évidemment, les trusts pharmaceutiques, les grandes entreprises pharmaceutiques gagnent de l'argent sur cette lutte contre le virus. Et puis après, il y a les personnalités, il y a Bill Gates. On a tous vu cette vidéo sur les réseaux sociaux en 2015 où Bill Gates dit le plus grave danger pour l'humanité, ce n'est plus la guerre, mais c'est une pandémie mondiale. Alors, d'une certaine façon, ce qui a été terrible, parce que autant on a cherché des boucs émissaires, mais en tout cas, il y a une victime. Alors, au-delà des 1 million, de plus d'1 million de morts aujourd'hui à l'échelle de la planète de morts du Covid, il y a une victime, c'est la parole scientifique. Je pense qu'évidemment, on en parlera ce soir. On a vu sur les plateaux de télévision du monde entier, et en particulier en France, des scientifiques dire tout et son contraire. On a eu toute une polémique, alors particulièrement en France parce qu'il s'agit d'un professeur de microbiologie français vivant à Marseille, le docteur Didier Raoult, à propos de la chloroquine, qui est devenu un débat permanent et qui se poursuit encore à l'heure actuelle. Ce qui paraît assez incroyable qu'on puisse discuter dans des termes qui deviennent des termes politiques et non plus des termes scientifiques. Et puis, dernière en date, il y a ce documentaire qui est sorti sur les réseaux sociaux, sur une plateforme et vu sur les réseaux sociaux qui s'appelle Hold Up, qui est un documentaire qui dure 2h45 avec 37 intervenants. Autant dire que c'est un documentaire qui est compliqué à digérer parce qu'il mélange beaucoup de choses. Il interviewe à la fois des chauffeurs de taxi et des prix Nobel et il est montré du doigt comme étant un exemple type de fake news. Plus alors, évidemment, dans cette situation, ce qu'on appelle l'infodémie, qui est un terme inventé et repris par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Évidemment, de tout cela, nous allons parler donc ce soir. Invité d'abord, je dois excuser ici Camille François de Graphica qui vit à Washington et qui s'excuse parce que, évidemment, Graphica travaille sur les fake news. Les fake news, elle est aux États-Unis. Personne ne pouvait penser qu'à l'heure actuelle, le locataire de la Maison-Blanche ne dit pas qu'il a perdu l'élection, donc elle continue à travailler sur ces questions. Elle s'en excuse, elle nous demande de présenter ses excuses ce soir auprès de tous nos participants. Mais Cécile Guérin a bien voulu nous rejoindre depuis Londres, donc vous êtes à Londres, vous êtes chercheuse française à l'ISD, qui est l'Institut pour le dialogue stratégique, qui est un laboratoire d'idées et d'action fondé en 2006, évidemment. Vous nous en parlerez plus longtemps tout à l'heure. Et puis également avec nous, François-Bernard Huyck, que beaucoup ici connaissent, directeur de recherche à l'IRIS. Puis nous avons évidemment un chat permanent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser verbalement vos questions, mais vous pouvez les poser par écrit. Je les reçois ici. Et donc, nous allons commencer tout de suite par une question. Je me tourne vers Camille Guérin. Il y a eu toute une polémique en France sur la deuxième vague. Elle aura lieu, elle n'aura pas lieu, c'est pas celle qu'on attendait, tout ça est une invention. Vous avez travaillé, votre institut a travaillé là-dessus avec l'Institut Montaigne. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Bonsoir, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, oui, rapidement pour présenter les travaux qu'on fait.
Donc, l'ISD est un laboratoire d'idées basé à Londres et qui se spécialise notamment dans les analyses de type numérique à l'échelle que l'on combine avec des analyses de type qualitatif. Donc, on utilise des outils commerciaux qui nous permettent d'accéder à des données de réseaux sociaux qu'on analyse ensuite avec des logiciels de machine learning qui nous permettent de détecter les tendances en ligne et ensuite des analyses plus qualitatives. Donc, au cours des derniers mois, on a pu vraiment suivre les discussions en ligne sur les réseaux sociaux en France autour de la pandémie, mais plus récemment, entre le mois d'août et le mois d'octobre, les discussions autour de la seconde vague au moment où le nombre de cas commençait à augmenter en France. Et on a noté une certaine évolution des tendances en ligne. Donc, au début de la pandémie, on avait certains discours qui étaient particulièrement prégnants sur la toile. Donc, notamment, par exemple, les discours, la désinformation touchant à la 5G, qui était particulièrement présente dans les milieux des Gilets jaunes, mais aussi dans certains centres, dans certains groupes d'intérêt anti-tech en ligne. Et qui a correspondu à la destruction d'antennes 5G au Royaume-Uni. Donc, on a vu une véritable poussée en France alors que quelque chose d'autre se passait au Royaume-Uni. Et beaucoup de discours complotistes sur le Big Pharma, donc sur l'industrie pharmaceutique, et notamment, par exemple, le cas Agnès Buzyn et son mari qui avaient été accusés d'avoir torpillé les travaux de Didier Raoult. Et plus récemment, on a vraiment vu un certain changement de direction. Donc plus récemment, le discours s'est cristallisé autour du thème de la dictature sanitaire que le gouvernement français prétendument chercherait à imposer et qui subsume toutes sortes de discours. Donc le discours anti-masque, le discours anti-confinement et toutes sortes de théories du complot qui y sont associées. Donc on a vu aussi une proportion conséquence de désinformation. Donc, sur nos dernières analyses, on a pu évaluer sur des données Facebook qu'on a analysées 15% de contenu de désinformation par rapport à la discussion totale sur la seconde vague. Donc, c'est une proportion considérable et je ne parle ici que des données publiquement accessibles. Donc, on ne parle pas des groupes fermés. On voit des pics de discussion au moment des annonces gouvernementales. Donc, dès que le gouvernement annonce la généralisation du port du masque, le couvre-feu, le second confinement, on voit ces pics de désinformation se manifester en ligne, mais on le voit aussi au moment de manifestations qui ont lieu à l'étranger. Donc, au moment de manifestations, par exemple, de manifestations anti-masques à Berlin, on voit une mobilisation aussi sur les réseaux sociaux français. Sur Facebook, en particulier, la désinformation s'appuie sur la parole de scientifiques plus ou moins sérieux, plus ou moins crédibles dans leur domaine, mais il y a un véritable effort, notamment sur la plateforme Facebook qui s'y prête mieux, pour utiliser la parole scientifique pour propager de la désinformation. On a un véritable clivage gauche-droite avec non seulement des pages qui sont facilement affiliables à l'extrême droite, mais aussi des pages qui se déclarent de gauche et qui propagent ce genre d'informations. On a vraiment un clivage 50-50 gauche-droite qui est très intéressant. Et enfin, dernière tendance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, quelle que soit la connotation politique. Il y a des différences. Entre la gauche et la droite. Mais il y a un véritable clivage en termes de représentation de la gauche et de la droite. Donc, la désinformation liée à la santé se prête aussi bien à de la désinformation poussée par des pages, par exemple, anticapitalistes, que des pages pro-Trump, par exemple. Une dernière tendance, enfin, pour finir, intéressante dans les dernières semaines, on a vu une montée de théories du complot qui auparavant était très, très marginale sur les réseaux sociaux en France. Donc, par exemple, sur les 2 dernières semaines d'octobre, parmi les 5 vidéos les plus partagées sur Facebook en lien avec la seconde vague, on a identifié 3 vidéos en langue anglaise qui propageaient la théorie de QAnon. Cette théorie du complot née aux États-Unis et qui soutient qu'il y a un complot de l'État profond pour détruire la démocratie et que le président Trump lutte contre ce complot. Donc, voilà une tendance intéressante qu'on a observée au cours des dernières semaines. Merci Cécile. François Bernard Huyghe, quand même la méfiance, ce que décrit Cécile, la méfiance, la fake news, etc., tout ça, ça date quand même pas d'hier, c'est même bien avant le Covid.
Oui, oui, bien sûr. On trouve des théories de la désinformation au VIe siècle avant Jésus-Christ chez Sun Tzu, donc, ou en Occident, chez Né le tacticien, ça doit être 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Je dirais, et l'homme, comme disait le philosophe Popper, l'homme est un singe menteur. Hein. Nous racontons des rumeurs et des affabulations depuis les débuts de l'humanité. En revanche, ce qui a changé, ce sont les moyens techniques et les moyens, je dirais, organisationnels de désinformer. S'il y a eu de la propagande tout au long de l'histoire de l'humanité, on commence par exemple à employer le mot désinformation dans un contexte de guerre froide pour désigner les actions des services soviétiques sur les médias occidentaux pour faire passer des nouvelles paniquantes, des accusations sur le roi d'Espagne, etc. L'exemple le plus connu étant les fausses informations qui accusaient des laboratoires de la CIA d'avoir répandu des armes biologiques et d'avoir provoqué des épidémies, et ceci dès les années 80. On aura une deuxième phase d'énormes désinformations, je dirais un peu après la chute de l'URSS, dans la période où on verra au moment de la première guerre du Golfe et de la seconde, des informations d'État ou d'agences proches de l'État qui ont des théories délirantes sur l'armement de l'adversaire et ses crimes, et l'explosion de l'inquiétude publique va se produire aux environs de 2016, avec un phénomène qui est très très intéressant, c'est que on va commencer à accuser les réseaux sociaux d'être l'écosystème naturel des fausses nouvelles, de la désinformation dont on accusera les Russes, mais bien d'autres après, de manipulation en ligne, etc., etc. Il va y avoir un retournement, peut-être pas de l'opinion dans son ensemble, mais souvent des médias mainstream, des chercheurs, etc., qui souvent en 2011 s'extasiaient au moment du printemps arabe en disant que c'était extraordinaire puisque chacun avait accès à Internet, il pourrait répandre des idées démocratiques et démentir les mensonges des dictateurs. Et à partir de 2016, on voit au contraire une crainte des réseaux sociaux comme source d'une désinformation générale, de piraterie, de thèses hallucinantes. Alors, pour ma part, mais je pense qu'on reviendra là-dessus, je ferai une différence entre les fake news au sens strict, c'est-à-dire le fait de truquer une photo, une déclaration de quelqu'un pour raconter un événement qui n'a pas eu lieu. Par exemple, il y a eu des fausses photos de tas de cadavres à Wuhan ou dans d'autres pays qui ont été délibérément truqués. Les théories complotistes, alors, quelle est la définition d'une théorie complotiste? C'est la croyance qu'un groupe d'hommes ou de femmes, manipulant tout dans l'ombre, nous ment à travers les médias, à travers les gouvernements, et que les choses ne se ressemblent pas du tout. Est-ce que j'appellerais des théories douteuses que nous, simples citoyens, nous ne pouvons pas vérifier? Je donnerai comme exemple de théorie douteuse l'origine du virus. Il n'y a pas une unanimité scientifique absolue pour dire que c'est un virus naturel qui est passé par les chauves-souris ou par le pangolin. Et certains, dont un prix Nobel, soutiennent que c'est une fabrication dans un laboratoire, pas forcément pour en faire une arme, mais en tout cas qui serait artificielle. Et ça, c'est très difficile pour le citoyen moyen de décider de ce qu'est le discours scientifique absolument sûr. Mais François Bernard, déjà sur le sida, il y avait eu des fake news, non? Dans les années 80. Sur le sida, il y avait déjà eu des fake news. C'était l'exemple que je citais tout à l'heure de cette fausse information selon laquelle le sida avait été fabriqué dans un laboratoire de la CIA en Inde. Alors, là aussi, voyons bien que de la désinformation, des rumeurs ou des accusations, des remèdes miracles, il devait y en avoir au moment de la grande peste d'Athènes en 348 avant Jésus-Christ. C'est un réflexe humain assez naturel quand il vous arrive un grand malheur comme ça,
que d'essayer de trouver des coupables, des remèdes, des choses pour lesquelles se mobiliser. Mais évidemment, à l'heure actuelle, il y a bien d'autres facteurs qui s'ajoutent. Il y a des facteurs géopolitiques, par exemple. Est-ce que c'est la faute des Chinois? Lesquels Chinois répondront que c'est peut-être de la faute des Américains. Donc, il va y avoir de grands enjeux pour déterminer qui a laissé filer cette pandémie, qui essaie de désinformer qui, quel est le système le plus efficace pour le combattre, est-ce le système chinois, est-ce le système libéral? Et il y a, évidemment, tout ça arrive sur tu parlais tout à l'heure d'une sorte de révolte contre la science, tout ça arrive sur un fond de soupçons à l'égard des classes dirigeantes des médias, mais aussi de soupçons à l'égard de la science, entre guillemets, officielle. Et en France, par exemple, nous ne sommes pas le pays qui est le plus obsédé par la peur de la 5G, mais nous sommes un des pays où il y a le plus d'anti-vaccins qui pensent que les vaccins sont plus dangereux que les bénéfices qu'ils apportent, ou un pays où on a soupçonné les compteurs LinkedIn de nous surveiller, nous donner des maladies terribles. Oui, on va y revenir sur les vaccins. Restons toujours sur cette vision des fake news et du Covid avec vous, Cécile Guérin. Il y a la France et puis il y a la Grande-Bretagne. Alors ça tombe bien, vous êtes française, vous vivez à Londres. Est-ce que là aussi, on peut comparer les choses? Est-ce que les Britanniques ont été confrontés exactement au même problème que nous? Est-ce que, par exemple, on a parlé aussi du Dr Raoult, parce qu'on sait qu'on a parlé du Dr Raoult aux États-Unis grâce à Trump, parce qu'il en a parlé beaucoup. Mais est-ce qu'en Grande-Bretagne aussi, ça a été une question évoquée? Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce qu'il y a eu des fake news? Ce qui est intéressant dans le cas de cette pandémie, c'est que lorsqu'on fait une étude comparative des discours qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est qu'on retrouve les mêmes thèmes. On retrouve souvent Bill Gates, on retrouve le Big Pharma, on retrouve les vaccins, on retrouve les faux remèdes, mais dans des proportions très différentes. Et dans certains pays, certains types de désinformation prennent moins. Donc, le Royaume-Uni a par exemple été vraiment au cœur de la désinformation sur la 5G. Et on a eu ces cas de destruction, enfin de tentative de destruction d'antennes 5G, plus de 50 cas au mois d'avril. On a une véritable mobilisation autour de ça. Une véritable aussi mobilisation de QAnon. À la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, on voit ici le mode de propagation de certains types de contenus qui sont aussi facilités par la langue commune que partagent ces deux pays. Donc, le Royaume-Uni est le deuxième marché de QAnon sur les réseaux sociaux et on a vu une explosion depuis le mois de mars de cette théorie sur fond de Covid. Mais par exemple, très peu de mobilisation sur le thème du masque au Royaume-Uni parce que le masque n'a pas été aussi généralisé qu'en France. Et donc, il y a eu beaucoup moins, enfin, ce thème a été beaucoup moins fédérateur au Royaume-Uni. Mais on a vu des oppositions, l'opposition au confinement et l'opposition aux restrictions sociales s'exprimer de manière différente. Et une des tendances intéressantes au Royaume-Uni, c'est par exemple que, contrairement à d'autres pays, la question maintenant du confinement commence à apparaître dans la sphère politique mainstream, puisque l'architecte du Brexit, Nigel Farage, qui était leader du Brexit Party, vient de rebaptiser son parti Reform Party et maintenant s'est trouvé le nouveau cheval de bataille de s'opposer au confinement. Donc voilà, des tendances très différentes et on voit encore des tendances différentes en Allemagne. On a vu par exemple une similarité avec la France, une forte mobilisation autour de l'opposition à la communauté scientifique et au gouvernement et aux restrictions. Donc là, sur nos analyses des réseaux sociaux, on a pu évaluer ces contenus à environ 44% des contenus qu'on a analysés dans les groupes d'extrême droite sur différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, mais aussi une forte mobilisation sur les chaînes d'extrême droite contre les migrants. Par exemple, beaucoup de désinformation autour des migrants qui seraient propagateurs de virus. Ça, c'est une spécificité. Il y a eu ce genre de discours en France aussi, mais en France aussi, on a eu ça. Hein. Voilà.
Oui, alors François Bernard, on parlait tout à l'heure États-Unis, Chine. On a l'impression que ça a été une partie de bagarre très forte et que, évidemment, derrière ça, il y a la bataille économique, commerciale entre Trump et Xi Jinping, etc. Mais quand même, sur le Covid, on a l'impression que tout s'est joué entre ces deux pays. Tous les autres ont disparu. Oui. Alors, oui, effectivement, il y a un peu de ça. Alors, pour des raisons évidentes, c'est que ça a quand même commencé en Chine et que les accusations se sont portées tout de suite sur la Chine, au moins les accusations d'avoir freiné à réagir en n'acceptant pas la mauvaise nouvelle, en essayant de la cacher. Alors, Mais ça, c'est vrai. effectivement, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, je pense qu'il est difficile de douter que les premiers lanceurs d'alerte aient été bâillonnés en Chine. Mais après, Même si les Chinois ont donné tout de suite l'ADN. Voilà. Alors, par ailleurs, bon, ça c'est ne serait-ce que pour des raisons historiques, parce que ça s'est produit à Wuhan, où il y a un super laboratoire auquel la France a participé. Mais alors, il y a deux éléments qui vont jouer. D'une part, c'est un grand duel sino-américain. Je pense que c'était avec Trump, mais je pense que ça ne changera pas beaucoup avec Biden, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Et où il y a eu des lancements d'accusations mutuelles, les Chinois réagissant dans un premier temps sur les réseaux sociaux en disant c'est pas nous, c'est pas forcément nous à travers des plateformes, disant que la Covid avait peut-être été amenée par des Jeux olympiques militaires qui avaient eu lieu comme par hasard à Wuhan et que c'était peut-être des athlètes étrangers et suivez mon regard, peut-être américains. Donc ça, c'est la première contestation sur l'origine du virus et les accusations anti-chinoises. C'est Trump disant le virus chinois, bon, par exemple. Donc ça va devenir un enjeu géopolitique qui est responsable. Mais après, on va passer très vite à un deuxième enjeu géopolitique qui est le plus efficace. Et le discours chinois, ils vont vraiment rentrer dans ce que les Américains appelaient pendant la guerre froide la diplomatie publique, public diplomacy, c'est-à-dire qu'ils vont engager une action hors de leurs frontières pour dire A, bon, c'est pas tellement notre faute, B, nous sommes très efficaces pour le combattre, notre système est excellent, et C, nous sommes très ouverts, nous sommes très pro-multilatéralisme et nous allons donner notre aide et nos connaissances aux populations extérieures. Et évidemment, c'est un grand duel Chine États-Unis, où l'Europe est à peu près silencieuse parce que l'Union européenne n'a pas eu vraiment de discours cohérent là-dessus, sinon de dire qu'il y avait beaucoup de fake news, ce que disait déjà l'OMS. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est qui bénéficiera après la fin de la Covid, s'il y a une fin un jour, en termes de puissance économique, expansion des routes de la soie, etc., mais qui bénéficiera aussi en termes d'influence. C'est pour ça que la Chine est très, très active, avec des manœuvres parfois maladroites du genre l'ambassadeur dans un pays qui s'engueule avec les médias par tweet interposé, mais on voit une volonté n'appelons pas ça de propagande, mais de défense de leur image et de l'excellence de leur système de la Chine, à laquelle on n'était pas habitué. Du coup, d'ailleurs, les Russes qu'on accusait d'avoir manipulé l'opinion au moment de l'élection de 2016, etc., passe un petit peu à la trappe, on n'entend plus guère parler. Comment ça se fait qu'on parle plus des Russes, justement? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu il y a toujours beaucoup de hackers en Russie, de piratage, mais ça c'est et des opérations informatiques assez sophistiquées. Mais ça, ça existait avant, ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Et il y a eu au début, aux États-Unis, beaucoup s'attendaient à ce que les trolls russes de Saint-Pétersbourg interviennent énormément dans l'élection américaine. Il y a même eu un article dans le New York Times où on expliquait qu'ils allaient soutenir tous les candidats à la fois pour créer le maximum de chaos aux États-Unis. Et puis, il y a eu une sorte de silence radio du côté de Poutine sur le Covid, à part évidemment
quelques groupes qui ont suivi les tests chinois selon lesquels c'était des militaires américains. Donc là, comme il n'y a pas, comme on a oublié un peu l'enjeu d'une ingérence dans les élections, le troll russe et les Prinani Agents, les agents d'influence russes, disparaissent un peu du discours public parce qu'il faut insister sur le fait que nous sommes dans une situation où non seulement il y a un nombre invraisemblable de faits, de théories délirantes qui sont constatées par votre institut et par d'autres, je dirais, d'autres institutions de surveillance, mais on parle tout le temps des fake news pour les dénoncer, s'en plaindre et s'alarmer de ce qu'on a appelé l'infodémie, c'est-à-dire la diffusion de fausses nouvelles avec les virus qui peut tuer des gens, puisque si vous ne vous soignez pas bien ou si vous croyez des choses aberrantes sur la pandémie, vous pouvez évidemment mettre votre vie en danger. Alors, Cécile Guérin, justement, en France, on le disait, ça paraît évident que la parole scientifique a sombré. Est-ce que c'est vrai aussi en Grande-Bretagne? Est-ce que vous avez eu ce même problème? Alors, je dirais que une des choses qu'on a pu constater, entre autres, mais il me semble que dans nos analyses, c'est le cas particulièrement en France, mais de plus en plus, la parole d'experts, de pseudo-experts et de médecins est utilisée pour propager des contenus de désinformation, des théories du complot. Et donc, ce qui nous a marqué lorsqu'on a analysé les contenus les plus partagés au cours des derniers mois, c'est que vraiment les publications faisaient un effort particulier pour s'appuyer sur des entretiens avec des médecins. Et pas que Didier Raoult, mais d'autres, les Perron, etc., qui reviennent souvent sur les plateaux de télévision. Et on voit effectivement qu'il y a aussi des oppositions au sein de la communauté médicale sur le sujet, sur fond de méconnaissance encore du virus, de découverte, et sur fond de débats médicaux, on voit des contenus de désinformation très ouvertement s'appuyer sur des entretiens avec les médecins, certains discrédités, voilà, d'autres moins. Et on voit également cette parole médicale être utilisée dans des documentaires. Donc, on parlera peut-être de Hold Up tout à l'heure, mais c'était aussi le cas de cette vidéo Plandemic qui était devenue virale au mois de mai aux États-Unis, qui s'appuyait sur les analyses d'une chercheuse en médecine qui depuis a été discréditée. Mais ce qu'on voit en tout cas à travers ça, c'est qu'il y a une sorte de tension entre l'expertise médicale technocratique, l'expertise des institutions, de l'OMS, du ministère de la Santé, et une expertise qui se présente comme une expertise d'en bas, l'expertise des médecins de terrain. Alors, pas tous, mais puisqu'il y a des désaccords, mais une certaine tension. Et ce qui est attaqué, c'est l'expertise scientifique d'en haut, des ministères, des grandes institutions. Voilà. Donc ça, c'est un développement intéressant qu'on a pu observer. Merci. Alors, j'ai beaucoup de questions qui arrivent, hein, et en particulier beaucoup de questions, alors pour le coup, sur le documentaire Hold Up. Alors, il se trouve qu'on l'a vu tous les trois, mais peut-être François Bernard, quelques mots peut-être sur ce documentaire que vous avez vu. Ben alors, oui, je l'ai vu, il dure 2h46, donc j'ai pas… Voilà. Alors, dans ce documentaire, je veux dire, il est à peu près impossible d'ignorer ce qu'il y a dans ce documentaire parce que depuis qu'il est sorti, c'était il y a 3 jours à peine, il y a une énorme réaction des milieux politiques et des milieux médiatiques. Il y a des pages entières de Libération ou du Figaro pour le dénoncer. Donc, il y a deux éléments extraordinaires dans ce documentaire. C'est premièrement, le fait qu'il ait réussi à se monter, à se financer par des plateformes et par des réseaux sociaux et par des tas de petits dons de volontaires en ligne pour réaliser quelque chose qui est impressionnant. C'est 2h46, il y a je ne sais plus combien, 37 intervenants.
C'est vrai que certains sont des chauffeurs de taxi en interview comme ça, mais il y a énormément de gens qui ont une importance politique, qui ont des titres impressionnants et qui soutiennent, il faut insister là-dessus, ils ne soutiennent pas tous la même thèse. Hein. Je veux dire par là que vous pouvez voir côtoyer dans ces 2h47 des gens qui pensent que le gouvernement français a complètement foiré le premier confinement et qu'il a eu un discours contradictoire sur les masques, ce qui est une thèse qui n'est pas tellement délirante, et des gens qui, comme Madame Pinson-Charlot, pensent qu'il y a un complot des capitalistes, non seulement pour gagner du pouvoir et de la surveillance et éroder les libertés démocratiques à l'occasion de la pandémie, mais elles pensent même carrément que les grands capitalistes veulent tuer plusieurs milliards de pauvres. Donc, il y a toute une échelle. Et le deuxième événement qui est important, à part le succès de cette espèce de catalogue de toutes les thèses anti-système, on va dire, hein, globalement, c'est la réaction absolument immédiate des médias mainstream, des médias classiques, et l'énergie qu'ils ont pris avec les milieux politiques à réclamer des sanctions et à dire que, au fond, nos démocraties étaient menacées par le complotisme, plus ou moins lié à l'anticapitalisme et au populisme. C'est à peu près. Donc là, on voit qu'il y a un très très gros enjeu idéologique et une très grosse séparation je dirais, des opinions sociologiques, culturelles, etc., qui se manifestent à l'occasion de ce documentaire, qui est vraiment un peu le refuge de tous les antisystèmes, peut-être un peu plus à gauche. Il n'y a pas vraiment de thèse d'extrême droite dans le défilé général, mais en tout cas, disons que toutes les thèses anti-système, anti-big pharma, anti-grand capital, anti-gouvernement, anti-surveillance, anti-Bill Gates sont en quelque sorte mélangées là-dessus. Cécile Guérin, comment vous l'avez trouvé ce documentaire? Oui, je rejoins ce qui a été dit. Ce qui m'a marqué dans ce documentaire, c'est évidemment le mélange des genres dans les intervenants, le mélange de toutes les théories du complot, de tous les éléments de désinformation qu'on a pu voir circuler depuis le début de la pandémie, entrelacés avec des questions légitimes sur la gestion de la pandémie par les gouvernements. Donc c'est ça aussi la recette du documentaire complotiste, c'est qu'on mélange tout sans hiérarchiser et on insère des vraies questions dans un ramassis de désinformation. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, outre le financement participatif, c'est aussi la viralité du documentaire. Et une fois que ce type de contenu a été partagé, a été vu des centaines de milliers de fois, on se retrouve face à un problème parce que les plateformes commencent à supprimer ces contenus, les gens les retéléchargent, ce qui appuie la thèse des créateurs de ce type de contenu, à savoir qu'ils sont censurés. Et donc, une fois que ça s'est propagé, on a du mal à éteindre le feu, en quelque sorte. Et donc, il faut s'intéresser, mais peut-être qu'on en reparlera, aux mécanismes de diffusion et comment faire pour limiter la portée de ce genre de choses avant que ce type de vidéo n'ait été regardé des millions de fois. Oui, on va revenir parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de questions. On a beaucoup de questions sur comment faire pour lutter contre ces fake news. Mais continuons quand même à dérouler déjà l'état des lieux. François Bernard, on a l'impression que finalement, la crise du Covid a réveillé les idéologies. Oui, tout à fait. Alors, ça les a réveillés sur plusieurs plans. On a vu des discours du type « plus rien ne sera comme avant ». Et je dirais qu'il y a eu, dans cette crise, il y a eu un effet de confirmation. Au fond, si vous étiez écologiste, vous disiez que la nature se vengeait ou que la surproduction et la surcirculation des marchandises provoquaient des catastrophes. Si vous étiez souverainiste, vous disiez, mais si nous avions produit nos médicaments chez nous, si nous avions un État protecteur plus fort et si nous surveillions davantage nos frontières, ça ne se serait pas produit. Si vous étiez, on va dire, anticapitaliste de gauche,
vous disiez que c'était une conséquence du capitalisme, de la mondialisation marchande, etc. Donc, chacun trouvait la confirmation de cette théorie dans la catastrophe qui se produisait, mais il y en a d'autres qui ont trouvé, et tout ça c'est mélangé, hein, c'est l'effet bouilli qui est impressionnant. D'autres ont trouvé la confirmation de leur théorie. Par exemple, ils avaient peur de la 5G, et il y a des tas de théories qui vont se développer sur le thème. Non seulement la 5G pourrait être dangereuse pour la santé, ce qui est une théorie qu'on peut discuter, hein, je n'ai pas les compétences pour en trancher, mais certains vont même dire la Covid n'existe pas, c'est une grande manipulation pour cacher les effets mortels, mortifères de la 5G, et tout est totalement truqué. Les anti-vaccins vont trouver des occasions de se manifester, toutes les craintes, ceux qui ont peur que Bill Gates ne cherche à surveiller tout le monde en mettant des puces électroniques vont dire hop, justement, grâce au masque ou grâce au vaccin, Bill Gates va nous mettre sa puce de surveillance à la Big Brother. Donc, en quelque sorte, ça a été le réceptacle de toutes les théories anti-système et aussi de tous les fantasmes. Oui, alors Cécile Guérin, vous avez travaillé aussi sur France-Allemagne, parce qu'on a vu France, Grande-Bretagne, l'Allemagne, on en a beaucoup parlé évidemment pendant toute cette crise, parce que c'est quand même le pays qui nous ressemble le plus. On a d'ailleurs beaucoup dit que les Allemands s'en sortaient mieux que nous. Est-ce qu'en termes de fake news, vous avez aussi travaillé là-dessus et découvert des choses? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu énormément de en Allemagne. En Allemagne, on a suivi deux types de plateformes, à la fois les plateformes mainstream de type Twitter, Facebook, mais aussi des plateformes qui sont prisées par l'extrême droite, donc les plateformes de type Telegram ou encore 4chan. Et on a suivi un peu toutes les tendances de désinformation à travers le spectre politique, donc que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche ou encore les islamistes. Et on a vu que la pandémie avait joué un rôle de confirmation et un rôle d'amplification de discours préexistants. Donc, comme disait François Bernard, effectivement, chacun retrouve dans la pandémie une manière de renforcer son idéologie. Donc, dans les cercles islamistes, on a vu une interprétation religieuse de la pandémie, une interprétation anticapitaliste dans les groupes d'extrême gauche et une mobilisation anti-minorité et anti-système, anti-gouvernement à l'extrême droite, sachant que dans nos analyses, on a trouvé que l'extrême droite était le groupe qui avait le plus bénéficié de la pandémie en termes d'accroissement de son audience en ligne. Donc, comme je l'avais dit, tout à l'heure, l'opposition à la dictature du gouvernement était vraiment le thème clé de discussion qu'on a identifié sur les plateformes comme Twitter ou Facebook. Mais sur des plateformes plus marginales, on a trouvé des discours assez différents. Donc, par exemple, beaucoup de désinformation sur l'origine du virus. Est-ce que c'est un virus créé en laboratoire? Sur ces plateformes-là, évidemment parce que les plateformes de type Twitter et Facebook font aussi un travail de modération de contenu. Aussi beaucoup de théories du complot et de discours de désinformation à caractère antisémite qui du coup posent la question du discours de haine aussi et de l'intersection entre désinformation et discours de haine sur ces plateformes plus marginales. Donc on a des différences aussi entre plateformes dans les tendances de discussion avec un recoupement avec les thématiques qu'on a pu voir en France, donc l'opposition au gouvernement et aux restrictions, et la désinformation qui cherche à blâmer les migrants. Alors, ce qu'on a vu aussi, d'ailleurs pas beaucoup en France, mais beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, ce sont ces manifestations anti-masques. Comment est-ce qu'on peut l'analyser, François Bernard? Il y a eu des manifestations anti-masques ou anti-confinement. Il y en a eu pas mal en Allemagne, par exemple, probablement liés à des groupes d'extrême droite. On n'en a pas vu beaucoup en France. Alors, là aussi, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle être anti-masque. Vous avez des gens qui peuvent avoir une attitude philosophique et dire
moi, je refuse de m'humilier en cachant mon visage. J'accepte de prendre le risque. Je ne veux pas me laisser imposer quelque chose d'aussi dégradant par le gouvernement. Ça, c'est une opinion philosophique. Je pense qu'elle est fausse, mais c'est une opinion qu'on peut avoir. Il y en a d'autres qui vont contester l'efficacité du masque et dire finalement c'est pire que tout, on est dans ses propres miasmes, etc. Alors évidemment, il y a un problème très particulier en France, c'est que pour dire les choses avec modération, le gouvernement français, en particulier Sibeth Ndaye, a complètement pataugé au début avec des vidéos qui sont devenues virales où elle dit qu'elle ne sait pas mettre le masque, que c'est dangereux, que ça ne sert à rien, qu'on ferait mieux de l'interdire, etc. Donc il est difficile d'accuser de désinformation ou de complot complotiste des gens qui reprennent des thèses qui ont été présentées par des porte-paroles gouvernementaux. Donc, il y a une très grande variété d'opinions sur le masque. Alors, deux remarques sur le masque. Alors, il y a des super extrémistes qui pensent qu'on va implanter des puces dans les masques et que Bill Gates va nous surveiller avec ça. Donc, ça, c'est la thèse super complotiste. Mais il y a eu une analyse sociologique menée par l'Institut Jean Jaurès sur la sociologie des anti-masques en France. Et on s'est aperçu que les gens, c'était plutôt un public féminin, une légère majorité de femmes, plutôt couche supérieure, plutôt urbain, plutôt centre-ville, plutôt diplômé, etc. Donc, c'était pas du tout des bobos alors, ou des petits blancs. Voilà. Ce sont plutôt des bobos. Alors, ne caricaturons pas non plus, mais il y a une tendance dans les couches, disons, urbaines, centrales, un peu bobo, libérales et libertaires, à se méfier énormément des vaccins, des masques, etc. Et je suis sûr, par exemple, que la sociologie des anti-masques en France ou en Allemagne ou aux États-Unis n'est pas exactement la même et les options politiques ne seront pas forcément les mêmes. On voit bien que c'est si j'ose dire, le virus de la désinformation est aussi adaptable que le virus tout court. Il passe dans les têtes de manière différente. Cécile Guérin, c'est un peu pareil en Grande-Bretagne, sur les anti-masques? Comme je l'avais dit au début de cette discussion, effectivement, la question du masque s'est beaucoup moins posée au Royaume-Uni, même s'il y a eu quelques manifestations, mais je dirais que la question du masque, c'est une des questions multiples des restrictions sociales. Et donc, on voit que la question du masque s'insère dans la question plus générale de la liberté individuelle et de l'opposition au gouvernement qui cherche à restreindre nos libertés. Donc, je le vois plus comme un sous-discours qu'une tendance de discussion centrale. En revanche, comme disait François Bernard, ce qui est intéressant, c'est que, mais c'est le cas de d'autres thématiques, c'est que dans le discours anti-masque, il y a différents arguments, de même que dans le discours anti-vaccin, on aura les vaccins sont dangereux parce qu'ils contiennent tel produit, mais on aura aussi les vaccins sont inutiles parce que la pandémie n'existe pas, mais aussi parce que voilà, il y a plusieurs types d'arguments. On voit une variété à travers les différentes thématiques qu'on peut aborder dans les informations. On voit une multiplicité d'acteurs prendre l'argument sous différents angles. Alors justement, j'ai beaucoup de questions qui arrivent sur le thème « Peut-on douter sans être traité de complotiste ?» Effectivement, on a l'impression qu'il y a deux camps. Alors, non, les vaccins, où on est pour, on est contre. La 5G, où on est pour, on est contre. Si on est pour, c'est bien. Si on est contre, on est complotiste. Est-ce que finalement, il n'y a pas une place pour un doute tout à fait naturel? Je dois dire que l'école sert à ça, les cours de philosophie servent à ça, c'est-à-dire de développer chez l'élève l'esprit critique. Et puis là, ce qu'on dit, ah bah attendez, vous êtes critique, ça veut dire que vous êtes complotiste. Non, on peut très bien demander qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins et donc avoir un principe de précaution. Pareil sur la 5G, il y a des maires en France qui ne sont pas des complotistes, qui sont souvent écologistes, qui disent mais non, il faut un moratoire parce qu'on veut avoir toutes les garanties que ce ne soit pas mauvais pour la santé, etc.
où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour ne pas tomber dans un débat entre ceux qui sont, je dirais, pour caricaturer, d'accord sur tout, et puis ceux qui simplement s'interrogent là-dessus, François Bernard? Oui, alors en effet, le terme complotiste est devenu une sorte d'injure plus ou moins mélangée à populiste, discours de haine, etc. On voit tout ça un peu, on va dire, je ne dirais pas de l'idéologie dominante ou des classes dominantes ou des médias ou de la classe politique, mais en tout cas, disons que c'est employé comme argument systématique pour disqualifier toute opinion critique. Alors, évidemment, il y a entre les dingues qui pensent que c'est la 5G qui donne des maladies dangereuses ou que c'est un coup des pédophiles ou qu'il y a quelque part une cave où les grands capitalistes du monde entier se réunissent pour nous dominer, et les gens qui pensent que la crise a été mal gérée ou qu'on en profite pour renier nos libertés, ou qui ont un doute. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'origine du virus. Quelle est, il me semble que moi que la thèse la plus simple, c'est-à-dire son origine naturelle, est la plus vraisemblable. Mais doit-on disqualifier les gens qui se demandent s'il n'y a pas eu un passage en laboratoire, et qui sommes-nous et quelle connaissance avons-nous pour juger que c'est du complotisme ou de la désinformation? Je pense que le complotisme commence vraiment à partir du moment, non pas où on doute d'une, entre guillemets, thèse officielle, parce que douter de la thèse officielle, c'est plutôt normal dans une démocratie, mais il commence à partir du moment où on a une explication unique, on dit que tout ça est un coup du grand capital, de Canon, d'une société secrète, et où on fournit une explication positive qui repose sur l'action d'une poignée d'hommes tout puissants dans l'ombre. Moi, j'ai tendance à croire qu'il existe vraiment des complots, mais qu'ils échouent en général, et qu'en tout cas, on ne pourrait pas faire un complot supposant des milliers de complices délibérés. Voilà. Cécile Guérin, vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire la difficulté finalement à trouver le bon endroit pour permettre quand même le débat démocratique sans pour autant être taxé de X ou Y, de complotistes ou d'agents du capital? Je partage la définition qui a été donnée, la théorie du complot, à savoir que c'est une explication du monde qui part du principe qu'une minorité, qu'une élite malveillante travaille contre les intérêts de la majorité. Après, la question du débat, elle se pose aussi dans un contexte de prolifération de l'information et de la désinformation. Donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment une explosion des contenus en général et de l'information sur la pandémie. Et donc, on a des questions légitimes qui se mélangent à tout un spectre. On a tout un spectre de contenu entre la question légitime, la théorie du complot, les contenus qui sont… Alors, en anglais, on fait la différence entre disinformation et misinformation. Donc, la désinformation, c'est la volonté délibérée de propager des mensonges, et la mésinformation, c'est tout simplement le partage de contenus sans se rendre compte qu'ils sont nécessairement trompeurs. Donc, on a tout un spectre. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que au-delà des questions légitimes qui peuvent se poser sur tel ou tel aspect, que ce soit les vaccins, les masques peut-être, on voit l'impact réel de certaines discussions sur les politiques de santé publique. Donc, ce qu'on a vu beaucoup au cours des dernières semaines, c'est des appels à la désobéissance civile, par exemple, des appels à désobéir, à ne pas porter le masque, à ne pas respecter le confinement, ce qui a un impact dangereux. Donc, il ne s'agit pas de tuer le débat, mais il s'agit de comprendre aussi quel peut être l'impact de ce type de contenu pour la gestion de la pandémie, pour la santé publique. Et ça me semble être un problème majeur. Alors, j'ai des questions sur le groupe QAnon. Je crois que c'est François Bernard qu'on a parlé tout à l'heure. Bon, qui est né aux États-Unis, qui se développe un peu en Europe, y compris en France. On a vu d'ailleurs qu'il y a des élus maintenant
pour le Sénat américain, il y aura des élus qui se réclament de ce groupe complotiste QAnon. Peut-être, François Bernard, quelques mots sur ce groupe? Bon, je ne suis pas le plus expert là-dessus parce que c'est un phénomène plutôt anglo-saxon. Alors, c'est une théorie qui s'est développée et dont alors, elle est assez difficile à comprendre tellement elle est embrouillée, mais globalement, l'idée, c'est qu'il y a une conspiration mondiale chez les très riches et chez les gouvernements qui serait menée par les pédophiles et que Trump serait en quelque sorte le sauveur qui lutterait contre ce complot pédophile. Alors, je ne doute pas qu'il y ait des pédophiles, je ne doute pas qu'ils se cachent, je ne doute pas qu'il y ait des pédophiles très puissants et protégés peut-être par les médias, etc. Mais l'idée délirante que toute la politique mondiale s'explique par les actions des pédophiles pour pouvoir mener leurs activités sexuelles et se protéger entre eux, a eu un succès aux États-Unis qui est difficile à connaître en France. Cécile a probablement davantage de chiffres que moi là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose qui a marché fabuleusement en France où le marché des théories délirantes est déjà bien occupé. Alors, Cécile, du point de vue anglo-saxon, qu'est-ce qu'on peut dire sur QAnon? C'est important en Grande-Bretagne? Alors, là pour le coup, j'ai quelques chiffres à vous donner. Donc, les États-Unis vraiment dominent le phénomène QAnon. Ils représentent en termes sur les réseaux sociaux plus de 85% des contenus QAnon. Cela étant dit, c'est important. Oui. Donc, c'est important. Donc, c'est un phénomène, je veux dire, par rapport aux autres pays. Le Royaume-Uni suit derrière, avec le Canada, l'Australie et l'Allemagne. Donc, ce qui est intéressant dans le phénomène QAnon, c'est que c'est un phénomène proprement américain et vraiment lié aussi à la montée de Donald Trump, avec vraiment des éléments tellement liés à la politique américaine qu'on s'imagine mal quelle application cette théorie pourrait avoir en Europe. Et on a vu une augmentation forte depuis le mois de mars du mouvement QAnon en Europe. Donc, typiquement dans une analyse, on a par exemple trouvé que les 20 groupes principaux Facebook QAnon au Royaume-Uni avaient augmenté leur audience de 800%. Donc, il y a vraiment une explosion de ces groupes qui restent, comme je le dis, assez minoritaires parce que le Royaume-Uni représente à peu près 3% de QAnon en ligne. Et c'est vrai que l'attrait de QAnon en Europe continue de poser question. On voit aussi une certaine pénétration de ces théories en France. Alors, je dirais que cette montée de QAnon arrive aussi à un moment finalement où on a le documentaire Hold Up qui arrive et sur certains aspects, il y a un recoupement avec certaines thèses QAnon. Donc, en fait, je l'interprète comme une montée des théories complotistes, anti-élites, qui ensuite sont adaptées au contexte local, parce que tous les éléments de QAnon ne s'appliqueront pas ou n'auront pas une réception, ne seront pas forcément adaptés au contexte allemand ou français ou britannique. Par ailleurs, on a vu au Royaume-Uni des manifestations anti-restriction au mois d'août avec des personnes qui se promenaient avec des panneaux QAnon pour tout simplement dénoncer les restrictions du gouvernement britannique. Donc, je pense que chaque pays prend un peu les éléments de QAnon qui résonnent le mieux avec le contexte local. Mais voilà, je l'interprète comme une montée de théories complotistes de type général et anti-élite. Alors, une question qui dit « Faites quand même attention à ne pas discréditer toute critique du système sous couvert de fake news ». François Bernard. Absolument. Alors, c'est exact qu'il y a une dimension idéologique dans tout ça et qu'on s'aperçoit que toujours les mêmes vocables qu'on va utiliser, complotistes, populistes, discours de haine, vont
finir par être l'argument unique qui empêcherait le débat et qui discréditerait toute critique. Une fois encore, dans Hold Up, il y a des choses, il y a des critiques qui ne sont pas délirantes. Si vous dites, par exemple, que Jacques Attali souhaite un gouvernement mondial, c'est vrai parce qu'il l'a déclaré 50 fois. Si vous dites que Jacques Attali dirige les affaires du monde en secret, vous rentrez dans des thèses beaucoup plus douteuses. Alors, effectivement, il ne faut pas arriver à la situation où, en sortant le joker complotisme, délire, etc., on interdirait toute critique idéologique, sociale, culturelle, etc. Un exemple entre sang, je me souviens qu'un institut avait fait une analyse sur le succès du complotisme en France, et parmi les exemples de complotisme qu'il citait, il y avait le fait de croire que John Fitzgerald Kennedy avait été tué par un complot, et pas seulement par Lee Harvey Oswald. Mais j'espère qu'en disant ça, je ne vais pas me faire vider de l'iris ou être arrêté par la police, mais même moi, je crois que la mort de Kennedy doit s'expliquer par un complot. Alors, est-ce que c'est un complot de la mafia, des Cubains, du KGB ou de la droite américaine? Ça, je n'en sais rien. Mais je pense que ce n'est pas un type tout seul avec un fusil qui a fait ça. Donc, on est toujours le complotiste de quelqu'un, si vous voulez. Alors, on avance, et en particulier parce que je vois que l'heure tourne, il nous reste encore une demi-heure. Donc maintenant qu'on a bien déroulé un peu l'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les fake news? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, Cécile Guérin, votre institut travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je dirais que la réponse au problème est multiple. Il y a déjà une question de régulation des plateformes et de régulation et de modération des contenus. Donc là, au début de la pandémie, les grandes entreprises du web ont adopté toutes sortes de mesures pour faire face à la prolifération de contenus faux, trompeurs, certains dangereux. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, et les actions prises par les plateformes ont varié en fonction des entreprises. Donc, on a eu le fait de catégoriser certains contenus, de leur donner une sorte de label, des messages d'avertissement, le fait de prioriser les sources officielles dans les suggestions de recherche, par exemple, lorsqu'on cherche Covid sur Instagram. On a eu des partenariats entre les entreprises du web et les fact-checkers pour favoriser des contenus fact-checkés. Et on a vu que tout ça n'avait pas été suffisant, et qu'on continue à trouver toutes sortes de contenus qui ne devraient pas être sur les plateformes, donc des contenus que les plateformes, qui sont en violation des règles des plateformes, des publicités par exemple qui vendent des remèdes dont l'efficacité n'a pas été prouvée, quelque chose qui a été par exemple interdit par Facebook. On continue à trouver ces contenus. Donc, il faut, sur cette question-là, plusieurs réponses. Alors déjà, plus de transparence des plateformes sur les décisions qui sont prises par les algorithmes et par les modérateurs humains qui font ce travail. Une réponse pas seulement au contenu, mais aussi aux mécanismes de diffusion de certains contenus. Donc, on peut, par exemple, pour limiter la viralité de certains contenus, au-delà d'un certain seuil de partage, lorsqu'on voit que certains contenus sont partagés très, très rapidement, les bloquer temporairement pour en faire une vérification, pour éviter la propagation très rapide de ce type de contenu. Donc, il faut une réponse en termes de mécanismes, d'acteurs, et pas seulement de contenu. Il faut une réponse multiplateforme et des partenariats entre les plateformes pour s'adresser à ce problème de la désinformation. Par exemple, sur les contenus terroristes, on a eu le Global Internet Governance Forum, qui est un forum participatif qui inclut toutes les plateformes pour détecter et alerter rapidement sur les contenus terroristes. Donc, on a eu des précédents sur d'autres types
de contenu, utiliser les influenceurs de certaines plateformes pour être des voix crédibles pour, j'allais dire, faire opposition à certains types de contenus, là encore, parce que la voix de l'autorité n'est pas toujours une voix qui est crédible. Donc, on peut montrer toutes les statistiques de l'OMS. Si les gens ne font pas confiance à l'OMS ou au ministère de la Santé, il faut des voix crédibles pour propager ce type de message. Et l'autre volet, un des autres volets sur lesquels l'ISD travaille est la question de l'éducation à la citoyenneté numérique pour les jeunes. Et pour les moins jeunes d'ailleurs, mais la question de l'éducation à la citoyenneté numérique, qui là ne doit pas être caricaturale, mais doit et se poser en termes de bonnes sources et de mauvaises sources et de contenu fact-checké et de contenu faux, mais donner aux jeunes la capacité et les outils pour analyser les sources et faire leur propre fact-checking. Donc, on a fait beaucoup de programmes d'éducation dans les écoles à la citoyenneté numérique, donc des ateliers. On a notamment fait un programme en France en 2018 qui s'appelait Sens critique dans plusieurs lycées parisiens, qui se déclinait en 2 volets, à savoir des ateliers éducatifs où on invitait les élèves, on leur donnait les outils pour analyser les sites internet et les pages qu'ils visitaient en ligne. Donc, on montrait des choses comme comment analyser un URL, comment identifier les motifs peut-être commerciaux ou idéologiques d'une page. Donc, vraiment aider à décrypter les ressorts de la manipulation idéologique, de la désinformation ou tout simplement de la communication en général. Et ensuite, on avait un volet création où les élèves étaient invités à créer une vidéo sur le thème de la rumeur pour mieux comprendre les ressorts de la désinformation et de l'amplification de faux contenus. Mais en tout cas, les points qu'on a retenus de nos différents projets éducatifs est que les ressources doivent vraiment équiper les élèves à faire leur propre fact-checking et ne doivent pas se poser en arbitre de la vérité, du vrai, du faux et du bon, du bien et du mal. Le fait que les professeurs sont des voix crédibles pour faire ce type d'éducation, même si les intervenants extérieurs peuvent être aussi des voix utiles. Et le fait que les ressources éducatives doivent être mises à jour. Donc, en temps de Covid, on doit revoir aussi certains programmes éducatifs pour y intégrer de nouveaux éléments qui reflètent les dernières tendances de la désinformation et du complotisme. Est-ce que vous avez l'impression, Cécile, que ces élèves, que ce soit, vous parlez à Paris, mais aussi ailleurs, sont justement sensibles à ça? Est-ce que ça marche? Parce que finalement, c'est eux qui vont décider plus tard de la victoire des fake news ou pas. Enfin, c'est une façon de parler. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qu'ils appréhendent bien, hein, au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la morale, c'est pas bien de dire des bêtises, des mensonges, etc. Ce qui marche, c'est vraiment l'analyse. Et il ne faut jamais sous-estimer les élèves et la capacité des jeunes à comprendre certaines choses. Et ce qui marche très très bien, justement, c'est… alors, les exemples historiques marchent bien. Le fait de regarder différents, pas seulement les contenus dits fake news, mais aussi les mécanismes de manipulation, par exemple, émotionnelle dans des campagnes faites, par exemple, par des associations humanitaires ou pour différentes causes, ou dans la publicité, comment on convainc. Donc, ce qui marche, c'est leur donner des outils concrets pour appréhender les contenus qu'ils voient. Mais on a aussi, il y a quand même des risques associés à ce type de démarche, à savoir qu'on peut aussi créer le doute. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout analyser, on peut alimenter une certaine perte de confiance dans les sources et dans l'information. Donc, il ne s'agit pas simplement de s'inscrire dans une logique
vouloir combattre la désinformation, mais aussi une logique de création de confiance dans sa propre capacité à analyser les sources. Voilà. François Bernard, il y a quand même des lois en France qui interdisent les fake news. On peut lutter contre les fake news. Pour lutter contre les Pasteur a été accusé d'avoir produit ce virus. La personne qui l'a dit a été condamnée pour diffamation. Oui. Enfin, il y a toute une série de possibilités de. Oui, il existe des possibilités dans le droit français, y compris l'excellente loi de 1881. Il y a une loi qui a été votée en 2018 anti-fake news. On en parlera tout à l'heure. Je crains qu'elle ne crée un effet ministère de la vérité, qu'elle ne soit contre-productive, mais on peut faire des choses dans le cadre légal. Par exemple, l'exemple que vous citiez tout à l'heure, c'est l'exemple d'un petit conte qui a eu un succès monstrueux en présentant un document qui avait l'air terrifiant, qui était le génome du Covid-19. Le génome, c'est une sorte de carte de l'ADN, enfin c'est l'ARN dans le cas d'un virus, peu importe, qui est un truc très très compliqué, qui a l'air très très scientifique et qui montre le long ruban d'ADN de tous les gènes que posséderait le virus. Donc c'est très impressionnant. Et d'une certaine façon, ce document n'avait pas été bricolé à l'ordinateur, il était authentique. Mais authentique de quoi? Des travaux menés par l'Institut Pasteur quelques années auparavant sur une autre variété de Covid, donc pas celle qui a muté, pas celle que nous affrontons en ce moment. Et deuxièmement, ce n'était pas fait par l'Institut Pasteur pour créer une arme biologique et tuer des millions de gens, c'était pour chercher un vaccin contre l'ancienne variété du Covid. Donc, présentant tout ça, le bonhomme dont j'ai oublié le nom, comme ça m'évitera de le dire, a provoqué une panique autour de l'idée qu'au fond, la source était peut-être chez nous à l'Institut Pasteur, et ça paraissait convaincant à cause de ce document. Ça a été réfuté très largement par du fact-checking, et il a été condamné pour ça à une amende, ce qui est parfaitement justifié. Pour résumer, si vous voulez lutter contre les fake news et autres, vous avez le remède de la loi, mais il y a le risque de créer un ministère de la vérité et d'empêcher de critiquer la vérité officielle. Vous pouvez confier le boulot aux GAFAM, aux grands du net. Et ils ont été extraordinairement actifs dans cette affaire de Covid. Ils ont retiré des millions de comptes et des millions d'informations fausses ou douteuses. Le problème, c'est que vous donnez un pouvoir judiciaire et démocratique aux algorithmes d'une société sur laquelle le peuple n'a aucun contrôle. La troisième solution, c'est le fact-checking. Les médias le font énormément. Il y a un risque parfois d'effet boomerang puisque les complotistes vont dire tout le monde pense la même chose, il y a vraiment un pouvoir qui veut nous imposer. Et la dernière solution, c'est effectivement l'éducation, mais je pense qu'on en reparlera. C'est une voie pénible et difficile, mais l'idée n'est pas très nouvelle, vous savez, c'était un peu l'idée d'Aristote quand il voulait enseigner la rhétorique et la logique dans l'Athènes antique. Oui, sur les fact-checking, je peux en dire quelques mots parce que bon, j'ai quand même fait ce métier de journaliste pendant plusieurs dizaines d'années, et c'est vrai que le monde du journaliste a changé avec les fake news. Alors, à quel moment donné on est arrivé sur les fake news? En tout cas, nous, on l'a vu arriver vraiment en 2016, c'est-à-dire que l'arrivée de la victoire d'abord du Brexit en Angleterre, en Grande-Bretagne, sur la base de fausses informations développées par toute une partie de la droite et de l'extrême droite britannique, la victoire de Trump la même année, juste après, avec énormément de fake news, a fait qu'il a fallu qu'on s'organise, et que c'est vrai, François Bernard l'a dit, en France en particulier, mais ce n'est pas seulement en France, tout le monde s'est mis sur le fact-checking, c'est-à-dire grosso modo, voilà ce qu'on dit, est-ce que c'est vrai ou complètement faux, est-ce que c'est faux aux trois quarts, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et on s'est retrouvé dans une situation où une grande partie de notre travail de journaliste est de décortiquer une fake news ou de décortiquer une information pour savoir si elle est vraie, si elle est fausse. Ça veut dire que pendant ce temps-là,
eh ben, on ne fait pas notre travail normal qu'on faisait avant, c'est-à-dire tout simplement aller chercher de nouvelles informations, mais qu'on est devenu des vérificateurs. Et évidemment, ce qui compte dans la fake news, ce qui est le plus important dans la fake news, c'est l'effet d'émotion. C'est donc la vidéo. C'est pour ça que les télévisions sont plus touchées que les autres sur la fake news. L'effet d'émotion est énorme. C'est juste le fait qu'on voit la vidéo et qu'on se dise « Waouh, c'est incroyable ». Et là, c'est la victoire de la fake news, si évidemment l'information était manipulée, même si on n'y croit pas totalement, même si, en tout cas, ça va dans le sens de ce qu'on pense et c'est toujours bon à prendre. Donc pour nous, c'est d'arriver à décortiquer cette vidéo, d'essayer de comprendre d'où elle vient. Alors il y a des tas de possibilités, hein. Vous allez sur Google, vous tapez reverse, Google vous aide à retourner la vidéo et à retrouver, de savoir si cette vidéo a déjà été diffusée. Alors souvent la vidéo terrible qu'on vient de voir et qu'on nous présente comme ayant eu lieu avec les gilets jaunes à Paris la semaine dernière, en fait, a été tournée à Téhéran il y a 10 ans, etc. Enfin bon, ça, oui, ça nous permet de travailler, mais c'est devenu un véritable travail en soi. Et la vérification fait que malheureusement, c'est comme avec les faux monnayeurs, c'est-à-dire qu'on court toujours, le policier court toujours pour découvrir qui a fait la fausse monnaie et les autres font déjà la fausse monnaie de la nouvelle monnaie qui sort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a enfin montré que c'était une fausse nouvelle, il nous a fallu quelques heures, des fois quelques jours, n'empêche que le mal est déjà fait et qu'on est déjà sur une nouvelle fake news. Donc c'est devenu un travail essentiel. Est-ce que Cécile Guérin, c'est un peu pareil chez vous? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a beaucoup de fact-checking, mais qu'on est toujours à courir après l'événement? Pour moi, le fact-checking est un aspect d'un arsenal plus important contre la désinformation, c'est-à-dire que le fact-checking s'inscrit dans une réponse qui doit inclure la régulation des plateformes, l'éducation, le législatif. Donc, les fact-checkers font un travail très, très important et c'est un travail de labeur et d'effort qui est souvent long à faire. Donc, on a parlé de plusieurs cas, que ce soit le cas de l'Institut Pasteur, que ce soit le cas de documentaires. Le travail des médias et des fact-checkers a été remarquable, par exemple, sur le cas du documentaire, mais le temps qu'il faut pour démonter chaque point un par un est considérable, alors qu'une vidéo a déjà été vue des millions de fois. Donc, c'est une machine qui n'est pas d'ampleur face à ce qu'on a en face. Donc, pour moi, ça ne peut être qu'un aspect de la réponse. Et pour moi, l'aspect fondamental est quand même l'aspect de la régulation des plateformes et de la modération des contenus, où on peut faire plus. Alors François Bernard, le ministère de la Vérité avec cette loi sur les fake news en période électorale, c'est ça? Alors, le problème alors il y a un problème, si j'ose dire, philosophique qui est de se demander si le gouvernement ou le juge doit nous dire ce qui est la vérité, dans quel domaine et comment on le prouve. Ça, c'est un premier problème, avec l'effet boomerang que ça peut se produire, parce qu'après, on se dit c'est la Pravda, etc. Mais le deuxième problème est un problème technique. En France, si je vous accuse de quelque chose de faux, vous me faites un procès en diffamation, je passe devant le juge, je ne peux pas apporter la preuve des ignominies que j'ai dites sur vous, je suis condamné. C'est normal dans une démocratie, tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est comment est-ce que vous faites quand ça va très vite, en période électorale, par exemple, et quand il y a des milliers de fake news, parce que, comme l'a dit Cécile, c'est un problème quantitatif, hein. La durée de vie d'une fake news est très faible, mais il y en a des milliers, les producteurs sont plus rapides que les vérificateurs. Alors, il y a une loi qui a été adoptée en 2018 qui ne marche qu'en période électorale et qui permet à la victime de s'adresser au juge des référés qui constate qu'une nouvelle serait manifestement fausse et nocive. Je ne sais pas comment il voit ça, mais c'est un autre problème. Mais après, qu'est-ce qu'il fait le malheureux juge? Eh ben, il peut faire qu'adresser une injonction aux GAFAM. Mais les GAFAM, pendant les 24 heures où a eu lieu le jugement en référé,
ont probablement appris la chose par les médias, par des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et ont déjà pris leurs propres mesures de retrait ou de signalisation. Donc on arrive un peu comme les carabiniers après la bataille, mais le problème est en grande partie technique, c'est le fait qu'on a délégué, sans le vouloir, un pouvoir monstrueux aux GAFAM qui est de décider ce qui va atteindre notre cerveau ou pas. Que ça soit en positif pour nous proposer des contenus ou en négatif pour exercer ce qu'il faut quand même appeler une forme de censure et pour laquelle aucune autorité démocratique ne les a élus. Cécile Guérin, quand même, ces GAFAM ne font pas la même politique qu'avant. On l'a vu avec Trump, il y a un tournant, il y a eu des changements. On voit bien qu'ils sont obligés aussi de s'adapter. Alors après, il y en a qui s'en sortent mieux que les GAFAM. Par exemple, un site de partage qui est Wikipédia, visiblement, c'est plus compliqué de faire rentrer une vision complotiste totalement erronée parce qu'il y a des vérificateurs qui ont l'air plus sérieux, qui ont plus d'expérience, etc. Est-ce que finalement, les GAFAM, j'allais dire, enfin, l'expression est un peu bizarre, mais est-ce qu'ils peuvent encore s'améliorer dans ce domaine? Alors, oui, tout à fait. Alors, ce que beaucoup de gens réclament, mais c'est là que finalement, tout n'est pas du ressort des entreprises du web. Je pense qu'il faut donner un rôle aux régulateurs et ce que beaucoup de législations proposent, c'est effectivement de faire pression sur les entreprises du web pour mettre en place certaines mesures, mais dès lors qu'il n'y a pas de pouvoir de sanction ou de vérification, par exemple, du CSA ou de Ofcom au Royaume-Uni, on a du mal à faire imposer ces mesures. Mais les entreprises du web ont des progrès à faire en termes notamment de communication et de transparence sur les décisions qui animent les algorithmes et les décisions de modération, pourquoi on supprime certains contenus, quels sont les contenus signalés, pourquoi ils sont supprimés. On a trop peu de données, donc toutes les recherches qu'on fait se fondent sur ce qu'on observe, mais on n'a pas la totalité ou même un aperçu complet des données qui sont retirées des plateformes. Il y a beaucoup plus à faire, comme je disais, en termes de mécanismes pour éviter la propagation de contenus trompeurs ou faux, plus d'efforts, plus de financement de recherche, plus d'investissement dans l'éducation aussi. C'est quelque chose que les entreprises du web peuvent faire. Donc, il y a plusieurs aspects sur lesquels les entreprises, les plateformes peuvent s'améliorer. Alors j'ai une question sur qu'est-ce que peut faire l'Europe justement pour réguler ces GAFAM dans ce domaine. Hein. Ce n'est pas la question de ils payent pas leurs impôts en France, etc. C'est dans ce domaine-là. François Bernard, qu'est-ce que peut faire l'Europe? Je ne pose pas la question à Cécile Guérin parce qu'on est en plein Brexit. Voilà. Mais alors, j'ai peur que ça ne soit pas grand-chose, honnêtement, parce que, alors, il y a eu des tentatives de l'Europe, dont certaines semblaient avoir des orientations idéologiques pour créer des brigades de vérificateurs de la propagande anti-EU, pro-Brexit, etc. Mais non, là, on est dans un schéma propagande contre propagande. Le problème, c'est que on ne voit pas vraiment ce qu'une législation européenne pourrait faire que ne fasse pas une législation nationale, surtout en mettant 27 pays, ou 26, pardon, 26 pays d'accord sur ce qu'est le critère de la vérité et le critère de ce qui doit être dit ou pas. C'est pas face à des médias qui, évidemment, sont des médias planétaires. Puisqu'on parlait de la loi tout à l'heure, François Bernard, il y a quand même, on me signale, il y a la loi Avia quand même contre la haine, même si elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle peut servir quand même.
Alors, premièrement, cette loi n'est pas passée parce qu'elle a été jugée anticonstitutionnelle sur de nombreux points par le Conseil constitutionnel. Donc, cette loi a été retoquée. Deuxièmement, là encore, on est dans un danger puisque on est en train de glisser tout le temps sur fake news, c'est-à-dire montrer une image truquée ou un fait qui n'a pas lieu, théorie douteuse, théorie complotiste et haine ou dénigrement de certains groupes. Là, on rentre dans des domaines qui sont très dangereux pour la liberté d'expression. Et moi, personnellement, je pense que le Conseil constitutionnel a eu raison de retoquer sa loi. Et un de ses arguments les plus forts était qu'on risquait de créer des effets d'autocensure, en particulier chez les GAFAM et les distributeurs de contenu. Et là, on rentre dans un domaine qui devient extraordinairement dangereux parce que la haine de l'un peut être appréciée très différemment suivant les régimes politiques. Imaginons ce que pourraient faire ou ce que font déjà certains régimes autoritaires avec des lois contre les fake news ou contre les discours de haine, contre certaines croyances, contre certaines vérités, contre certains groupes et pourquoi pas contre certains gouvernements ou contre certains peuples. Est-ce que c'est un peu la même discussion en Grande-Bretagne, Cécile Guérin? Parce qu'en France, on entend beaucoup attention, surtout des professeurs de droit d'ailleurs qui nous disent ça, attention, ou des philosophes, attention, les lois d'exception sanitaires ou autres, en général, elles sont faites pour perdurer. Et donc, c'est une limitation de la liberté individuelle. Est-ce que ça, c'est un discours qu'on entend quand même dans un pays qui a fait la révolution avant les Français? Alors, je dirais que l'approche législative britannique est assez différente de l'approche française. Donc, la loi Avia était vraiment portée sur le discours de haine, qui est le discours de haine illicite. Donc, ça représente une partie infime des contenus et ça ne touche pas. Alors, certains contenus haineux ne sont pas forcément illicites et peuvent être à la frontière de l'illégalité. Ça ne touche pas forcément à la désinformation. L'approche britannique est une approche globale. Donc, le Royaume-Uni est actuellement en phase d'élaboration d'une législation qui s'appelle le Online Harms White Paper. Donc, on parle de online harm, c'est-à-dire de mots en ligne. Et la législation recoupe toutes les formes de malveillance numérique, que ce soit le cyberharcèlement, que ce soit la désinformation, que ce soit le discours de haine, ce qui est une approche intéressante parce qu'on essaye de trouver un système législatif qui permette de répondre à tous ces enjeux sous une seule forme de législation. Mais la question de la censure potentielle, c'est moins posé qu'en France avec la loi Avia, où le délai de retrait des contenus, le délai de 24 heures et de 1 heure pour certains contenus terroristes, par exemple, posait la question de la pression sur les plateformes de retirer, voire de sur-retirer des contenus pour ne pas avoir à faire face à des amendes. François Bernard, j'ai une question sur. Alors finalement, les GAFAM, c'est devenu un peu les agences de notation financière dans le domaine économique. Hein. C'est eux qui mènent la danse, non? Ils ont un pouvoir de fait qui est énorme, puisque on les a vus, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent retirer un compte parce que c'est un compte qui n'est pas de la nationalité ou qui n'émane pas d'un vrai média ou qui est sous une fausse identité ou qui est manipulé par je ne sais pas qui. Ils peuvent retirer un contenu, ils peuvent l'enfouir tout au fond de ce que trouveront les moteurs de recherche ou ils peuvent le signaler. Alors effectivement, ils ont là un pouvoir énorme et que eux seuls peuvent exercer parce qu'on parle de milliards de contenus que seuls peuvent analyser leurs algorithmes et Google a des dizaines de milliers de modérateurs qui passent leur temps à retirer des contre-vérités, des faux comptes, ça peut être aussi de la pornographie ou de la violence, de la haine, etc., qui vérifient ça.
absolument toute la journée. Alors, le problème, quand on commence à employer des concepts comme la haine ou le fait de heurter la sensibilité d'un groupe, c'est que la façon de juger ça va être très différente selon les pays. Je vous donne un exemple. Bon, par exemple, le cas de Mila, la petite adolescente qui se fait persécuter sur les réseaux sociaux pour ses propos anti-islam dans des milliers de gens qui lui disent qu'ils vont la tuer, la violer, etc. Il y a eu des gens qui l'ont menacée, qui ont été repérés, condamnés, etc. Et je trouve ça d'ailleurs parfaitement normal pour cette gamine dont la vie est probablement totalement gâchée. Mais prenons l'exemple, par exemple, du concept d'islamophobie, puisque la loi Avia voulait en particulier toucher l'islamophobie. Je vous rappelle, pour ceux qui lisent un peu le New York Times, que vis-à-vis d'une partie de l'opinion américaine, notre laïcité est un sécularisme qui persécute l'islam et que même Macron n'est pas loin d'être considéré comme un islamophobe. Ouais, donc, ouais, si on pourrait imaginer des réactions extraordinairement différentes selon les pays sur ce qui est acceptable ou pas et qui porte offense à une communauté, à une croyance, à une sexualité, etc. François Bernard, ce sera le mot de la fin car je vois qu'on est presque à 20 heures. Je voulais remercier alors donc Cécile Guérin, François Bernard Huyghe d'avoir participé à ce débat. Cécile Guérin, je renvoie nos participants à regarder votre site isdglobal.org et tout votre travail qui est donc sur ce site. François Bernard Huyghe, le site de l'IRIS, hein, vous avez sorti absolument le virus du faux. Vous sortez un livre également qui s'appelle Fake News, mais ça, Cécile, vous avez la nouvelle formule. Voilà, vous ne trouverez pas parce que les librairies sont fermées. Voilà, donc je ne peux pas vous dire précipitez-vous dans les librairies. Merci à tous les deux. Merci à Delphine Lecombe, à Nathalie Moreau et à Colline Laroche qui nous ont aidés à organiser ce débat. La prochaine visioconférence dans le cadre de l'Observatoire des informations géopolitiques au temps du Covid-19 aura lieu le 14 décembre avec pour thème le vaccin et les fake made. Bonne soirée à tous, bon appétit à tous et à bientôt. Au revoir. Bonsoir.